Common Leaders, Le pouvoir de l'information. la force de la confiance. Bienvenue sur Common Leaders, un espace de discussion ouvert pour tous les communicants qui souhaitent échanger sur les enjeux de l'information, sur notre monde, nos sociétés, les consommateurs, les entreprises, les marques. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Huchon, journaliste, auteur, réalisateur, enseignant, spécialiste du web, des infox, des théories du complot. Et avec lui, on va parler évidemment de lutte contre la désinformation et surtout du rôle des communicants dans cette affaire. Salut Thomas, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là dans les studios de Common Leaders. Comment se portent les fake news alors en ce moment? Bien, j'ai envie de dire que malheureusement, les fake news se portent bien, qu'elles se sont peut-être jamais aussi bien portées et qu'elles risquent de nous perturber dans tout un tas de domaines encore, malheureusement, pendant de nombreuses années. Oui, d'ailleurs, je lisais effectivement, d'après le World Economic Forum à Davos, là, de début d'année, que la désinformation était considérée aujourd'hui comme la première menace dans les 2 ans à venir pour notre monde, avant même le réchauffement climatique. Alors, c'est quoi ces menaces? Qu'est-ce que... Ben, un monde dans lequel finalement les échanges entre les gens, entre les entreprises, entre les États, se fait de manière libre et démocratique, ça repose sur une idée assez fondamentale, qui est que on partage le point de départ de la discussion. Ça veut dire que sans vouloir partager la vérité, qui est une notion un peu compliquée, qui n'est pas toujours aussi vraie et existante que ce qu'on imagine, ce qu'il faut finalement pour avoir une discussion un peu éclairée avec quelqu'un, c'est avant tout de partager le point de départ. C'est pas grave qu'à l'arrivée on soit pas d'accord, mais ce qu'il faut, c'est quand même que le cœur de notre discussion repose sur quelque chose qui nous est commun. Et de plus en plus, à la fois en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant que marque, en tant qu'entreprise, chacun d'entre nous vit un petit peu dans un couloir. On vit un petit peu enfermé dans une réalité virtuelle, mais qui devient réelle et qui est notre manière de voir le monde. Et des couloirs qui ne se croisent pas. Alors, bien souvent, ces couloirs sont assez hermétiques, mais en même temps, on a l'illusion que ces couloirs sont poreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, oui, aujourd'hui, tout le monde s'informe sur les réseaux sociaux, comme peut-être hier, tout le monde regardait le JT de 20h, comme avant-hier, tout le monde lisait le journal, et avant-avant-hier, tout le monde écoutait la radio. C'est une manière de voir les choses. Le problème, c'est que quand tu vas sur Facebook, quand je vais sur Facebook, quand on va sur Instagram, quand on va sur TikTok, chacun d'entre nous se voit proposer une version de la réalité qui est un petit peu calibrée sur un certain nombre de critères. Et ces critères, non seulement on les connaît pas très bien, mais en plus on a beaucoup de mal à en mesurer l'impact. On va prendre un exemple très caricatural. Grosso modo, on va prendre quelqu'un qui imagine que la Terre est plate, et on va prendre quelqu'un qui imagine que la Terre est ronde, ou qui sait que la Terre est ronde, pour être plus précis. Et ces deux personnes-là, elles s'informent sur le même réseau social. Elles s'informent peut-être sur YouTube, elles s'informent peut-être sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, enfin X désormais, mais en allant sur cette plateforme, et donc en ayant l'illusion qu'on partage quelque chose, en réalité, ils voient deux mondes complètement différents et deux choses qui n'ont même rien à voir, qui sont non seulement différentes, mais qui sont contradictoires. Et le risque, il est où du coup? Le risque, il est que ce qui nous permet de vivre ensemble, ce qui nous permet de faire société, ce qui nous permet de faire une entreprise, ce qui nous permet de faire une association, ce qui nous permet de mener des projets en commun, c'est quand même malgré tout le fait qu'on partage quelque chose. Et le fait de plus en plus vivre un peu enfermé dans des choses qui, en plus, nous correspondent, nous sont confortables. Parce que, on a envie de les lire. On a envie de les lire parce qu'elles sont un peu choisies par rapport à ce qu'ils ont compris de nous. C'est le double jeu de ces plateformes numériques qui est à la fois de nous donner l'illusion qu'on voit la même chose et en même temps, derrière l'écran, de nous calibrer, de nous analyser, de comprendre les secrets de nos psychés parfois un peu retorses, pour en faire une projection bien souvent marketing, c'est-à-dire que l'objectif de ces plateformes n'est pas de
fiche en l'air la démocratie, hein, c'est de gagner de l'argent. Gagner de Et pour gagner de l'attention. l'argent, ben, ils essayent de gagner de l'attention et dans ce chemin-là, de réduire les utilisateurs à des catégories. Hein, ce qui est à peu près logique finalement, c'est une logique marketing assez De basique. ciblage. Voilà, je suis une marque, je veux toucher X ou Y clients. Eh bien, il y a aujourd'hui un nouvel acteur, les plateformes sociales, qui vont à la fois fournir beaucoup d'informations sur les utilisateurs et en même temps être capable de dire aux marques quel type de message va fonctionner le mieux et de le tester en temps réel. Donc c'est un outil d'une puissance sans précédent, sans commune mesure avec les outils qu'on a eus auparavant, et qui, parce que probablement on ne le comprend pas très bien, a des impacts beaucoup plus grands sur la société que ce qu'on aurait imaginé. Et on parle souvent du danger des fake news dans ce que sont les questions démocratiques, dans ce que sont les questions politiques et sociales. Notamment dans une année où la moitié du monde est en Alors, élection. effectivement, la moitié de la planète va aller aux urnes. On a eu effectivement l'Union européenne. En France, on en a même rajouté des élections. Il y a des élections aussi au Royaume-Uni. Il y en Aux a aux États-Unis. États-Unis. Et là, ça va être un vrai point de focalisation pour tout le monde, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les communicants. Et il y a aussi en Inde. Hein, on dit souvent à tort que l'Amérique est la plus grande démocratie du monde. C'est peut-être la première et la plus importante. Ouais. Mais la plus grande démocratie du monde, c'est-à-dire le pays dans lequel il y a le plus de gens qui votent, c'est l'Inde. Ils sont 1 milliard, et ils vont voter là, et on parle souvent de la Russie, de la Chine comme des acteurs de la déstabilisation de l'information. Les Indiens sont pas en reste, mais peut-être que l'histoire des relations entre nos pays fait que l'Inde a plus de liens avec les pays anglo-saxons, Oui. et donc que nous, en France, on le voit moins comme quelque chose d'extrêmement prégnant, important, alors que du côté à la fois du pouvoir en place et de l'opposition, en Inde, le recours à la désinformation, à la manipulation numérique est quand même devenu un sport national depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, là, on a quand même la moitié de la planète qui se présente dans les urnes. Et comment est-ce qu'on se fait son opinion pour aller voter? Comment est-ce qu'on décide de pour qui on va aller voter? Bah, en consultant de l'information. Où est-ce qu'on consulte cette information? Bien souvent sur ces plateformes. Est-ce que cette information est vérifiée? Est-ce que cette information est validée? Quand il s'agit d'un article du Monde qui est partagé par Snoopy75 sur Twitter, éventuellement. Mais le problème, c'est que y compris quand on partage des sources fiables sur ces réseaux, elles sont un petit peu rééditorialisées, hein, À chaque étape. voilà, et du coup, ça donne quand même une vision des choses qui est assez différente. En tout cas, ça fait ce qu'on a dit depuis le départ, c'est-à-dire que sur cette table qui est devant nous, nous pourrions poser les faits, essayer de les interpréter chacun avec nos opinions. Si nous ne disposons plus de cette table et que nous ne partageons plus les faits, la discussion devient très compliquée. Donc un vrai enjeu finalement de vivre ensemble, avec des problématiques d'ingérence, avec des problématiques démocratiques, des vraies problématiques sociétales. Et du coup, toi, tu agis depuis des années contre ça de plein de façons, et notamment sur l'éducation aux médias, à l'information, puisque c'est quoi? C'est justement c'est les jeunes qu'il faut former dès le début pour comprendre ça, c'est ça? Disons que la société française confrontée à l'émergence des fake news, des théories du complot, de la désinformation comme un phénomène assez massif, a eu un premier réflexe, qui est de dire « oulala, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants ?» En se disant que finalement les adultes disposaient déjà de réflexes, de décryptage de l'information, de compréhension d'un certain nombre de choses. Et donc, depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, où on avait eu durant cette année 2015 un certain nombre d'incidents dans les établissements scolaires, des minutes de silence qui n'avaient pas été respectées, des discours qui ont été particulièrement violents. Derrière, on a eu l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard. Donc, on a bien senti que le sanctuaire de l'école, l'institution éducation nationale a été la première à non pas en subir les impacts, mais à le voir. Hein. Et c'était d'autant plus problématique que à un moment où on construit sa vision du monde,
on construit sa compréhension de son univers, si là-dedans se greffent tout de suite des choses qui sont non seulement mensongères, mais en plus manipulatoires et parfois qui nous amènent plus à la haine qu'au respect des autres, ça posait un vrai problème. Et donc, oui, conscient de tout cela, j'ai fait partie d'une petite bande de journalistes qui a décidé d'agir sur ce sujet. On est un petit peu plus nombreux aujourd'hui et on continue à le faire. Et oui, mais j'ai fait plus de 450 interventions dans des collèges, dans des lycées, en prison avec des détenus, dans des MJC avec des jeunes, à former des éducateurs, des médiathèques, des médiathécaires, des gens dans des expositions, des centres culturels. Et effectivement, l'idée a été de parer au plus pressé. Hein. Les nouvelles générations, il fallait les protéger. Et puis, Oui, à un les moment, enjeux étant si énormes, oui, finalement, pour nos démocraties, pour nos sociétés, pour notre exactement. vivre ensemble, que tu as commencé par là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence à évoluer, tout ça. Alors, ça a évolué. Déjà, il y a un premier chiffre qui avait un peu surpris, qui était un chiffre mené, qui avait été trouvé par un institut américain durant la campagne de 2016, donc la campagne qui voit Donald Trump gagner les élections américaines, qui nous surprend beaucoup. On ne comprend pas comment quelqu'un comme lui peut gagner les élections. Il y a une étude qui est faite sur les fake news qui sont partagées sur le réseau Facebook. Oui. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que cette étude nous montre que 60% des fake news qui circulent sur le réseau social Facebook pendant la campagne américaine sont partagées par des gens qui ont plus de 60 ans. Et donc, on commence à voir, avec des études, que le problème, c'est pas seulement ton petit cousin de 14 ans qui pense que la Terre est plate, c'est aussi Tata Conspi et tonton anti-vax. Et que, du coup, le problème, c'est quoi? C'est que on a des jeunes qui maîtrisent peu ou prou l'outil numérique, parce qu'ils sont un peu nés avec, et voilà, même s'ils ne maîtrisent pas autant qu'ils l'imaginent. Mais en tout cas, ils comprennent un peu mieux le On est smartphone. sûrement tous dans ce cas. Je pense qu'on croit trop maîtriser, Un peu peut-être. l'illusion de maîtriser cet outil, ouais. Mais donc, on a des jeunes qui maîtrisent l'outil numérique, mais qui ont du mal à décrypter l'information. Ils n'ont pas encore fait ce travail de maturité. Et à l'inverse, on a des gens qui savent décrypter l'information, parce qu'ils sont des adultes, qu'ils ont vécu, qu'ils ont voté, qu'ils ont participé à tout un tas de choses, mais qui comprennent rien à l'univers numérique. Qui, du coup, quand on leur partage un truc sur Facebook, se disent un peu ce qu'on se disait dans les années 90 avec le tampon vu à la télé, c'est vrai, c'est vu à la télé. Et là, on tombe sur un truc où finalement le problème, c'est que les gens, et les adultes notamment, comprennent que sur Facebook, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et qu'en réalité, sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui vérifie. Je crois que les jeunes avaient compris ce truc-là, avant les adultes. Et que les gamins, que moi je vois, je dis gamins, mais avec beaucoup d'affection et beaucoup d'émotions, parce que moi, ils bouleversent aussi beaucoup de perceptions de ma vie là-dessus. Mais je crois que les plus jeunes ont bien conscience que sur Internet, il y a des choses merveilleuses, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment du domaine de l'arnaque. Les adultes ont moins conscience de tout ça. C'est d'ailleurs ce qui permet à toutes les arnaques numériques j'habite dans un pays lointain, j'ai 2 millions d'euros pour toi, de vol de numéros, de machin, de voilà. Toutes ces arnaques qui ont fonctionné, elles n'ont pas fonctionné sur des gamins, elles ont fonctionné sur des adultes qui n'avaient pas conscience que ce nouvel univers dans lequel ils rentraient n'était pas exactement ce qu'ils pensaient qu'il était. Je crois que les gamins ont plus conscience du risque et en même temps, ils ont moins de ressources pour lutter. Les adultes ont plus de ressources, mais ils ont moins conscience du risque et surtout, ils comprennent rien à l'univers numérique. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui est important de dire sur cet espace numérique. Quand on s'informe sur le réseau social, on va nous montrer des choses qu'on croit déjà un peu. Quand on est un adulte, c'est très dangereux tout ça. On nous montre des choses qu'on croit déjà un peu, et puis, tous les jours, on nous montre des choses qu'on croit un peu plus. Et on nous fait monter un peu en température. Donc, en gros, on voit des choses qu'on croit, et puis, on nous radicalise un peu dans notre pensée. Mais on ne s'en rend pas compte. Hein, c'est progressif, c'est petit à petit. Et c'est le sociologue Gérald Bronner qui l'explique très bien. La radicalisation, c'est un escalier, et on ne se rend jamais compte des premières marches que nous avons grimpées. Et donc, on est sur un réseau social, et on voit, mettons, on est quelqu'un de gauche,
on va nous montrer des trucs de gauche, puis des trucs qui vont un peu plus à gauche. Et puis le mardi, un peu plus encore. Et D'où puis le cette mercredi, polarisation des voilà. mondes occidentaux notamment. Exactement. Mais du coup, comme c'est déjà ce que tu crois un peu, tu dis, bah, j'ai raison de croire ça, finalement, parce que c'est déjà ce que je crois. Deuxième mécanique, sur un réseau social, vous allez principalement voir des gens qui pensent comme vous. Et donc, on se dit, bah attends, j'y crois, j'ai raison d'y croire parce que c'est ce que j'y crois, Et tout le monde y et croit. j'ai d'autant plus raison d'y croire parce que tout le monde pense comme moi. Mm, mm. Hein. Et là, on arrive au troisième phénomène, qui est en fait le plus problématique, c'est que vous voyez des choses que vous croyez, vous ne voyez que des gens qui pensent comme vous, et donc quand on vous présente un argument contraire, ben, vous ne le supportez plus. Vous ne le supportez plus parce que la mécanique qui est mise en place sur ces réseaux n'est pas une mécanique de la réflexion, c'est une mécanique de l'émotion. Et donc, du coup, quand on vous confronte à un contenu, à une parole, à une prise de position qui est contraire à ce que vous pensez, et bien, au lieu d'essayer de réfléchir à cette parole, vous allez la rejeter de manière émotionnelle. Et ça crée effectivement cette polarisation de plus en plus grande dans les sociétés démocratiques, où on voit que les blocs s'écartent de plus en plus et que la part commune. Cette fameuse table qu'on a en commun, en elle fait, n'existe plus. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose sur la table, voire même que Elle est bien là, Thomas. certains ont renversé la table. Alors, il y a eu les jeunes. Effectivement, on se rend compte que l'éducation aux médias, ça concerne tout le monde. Ça évolue super vite. Il y a l'IA, il y a plein de choses. Enfin, se faire berner par une fake news, c'est presque normal aujourd'hui, finalement. Ce qui est un peu nouveau, je trouve, et c'est des choses dont on parle beaucoup ensemble, c'est ton arrivée dans le monde professionnel. Et j'aimerais qu'on en parle puisque notre audience est constituée de communicants, de pilotes de marque, de personnes qui traitent l'actualité de leur entreprise, beaucoup de RP. C'est quoi le risque pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Et pourquoi tu interviens de plus en plus dans les entreprises? Mais alors, on le disait, les jeunes, ils sont à l'école. Donc, il y a un espace pour leur parler et il y a un espace pour agir. Qu'est-ce qu'on fait des adultes? Comment est-ce qu'on touche les adultes? Alors, on pourrait faire de l'éducation populaire, à proposer avec des associations, des réunions le soir, après le boulot, pour discuter de tout ça et tout, mais on aurait du mal à mobiliser la totalité des gens. Et donc, le seul levier sur lequel on peut vraiment agir aujourd'hui dans la société française telle qu'elle est constituée, c'est la formation professionnelle. Ça veut dire que si on veut que le niveau de résilience de la société française face à la désinformation augmente, puisque cette désinformation augmente de l'autre côté, eh bien, il faut arriver à toucher les adultes. Et pour toucher les adultes, eh bien, il faut aller là où ils sont. Et donc, dans les entreprises, dans les services publics aussi, les grandes institutions ont les mêmes genres de problématiques. Et donc, il faut aller là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on est dans une entreprise, l'information, c'est essentiel. Si vous n'avez pas confiance dans votre collègue quand il présente les chiffres de vente du produit dont il a la charge, c'est toute la mécanique même de l'entreprise qui devient mise à mal dans ce cas-là. Donc vous allez avoir tout un tas de situations qui nous paraissent totalement anodines. On pourrait parler de la machine à café. Si au moment de la machine à café, on va reprendre notre cas de tout à l'heure, vous avez Jean-Claude de la Compta qui pense que la Terre est plate et que vous avez Marie-Christine de la DRH qui sait qu'elle est ronde, c'est pas certain qu'ils arrivent à travailler ensemble. Déjà, c'est pas sûr qu'ils vont passer un bon moment à la machine à café. Et ensuite, ça va devenir très problématique parce que quand on a quelqu'un qui croit à quelque chose dont on sait que c'est une erreur, que c'est un mensonge, comment lui faire confiance sur d'autres problèmes? Et c'est cette défiance généralisée en entreprise qui peut poser problème. Alors, finalement, on croit plus en rien, ni aux paroles des dirigeants. Je pense qu'il y a 3 enjeux pour les entreprises. Le premier, c'est que les entreprises ont un enjeu de business. Eh bien, dans le business, la qualité et la fiabilité de l'information, c'est ce qui permet de prendre les bonnes décisions stratégiques. Surtout aujourd'hui, la data, l'IA, on prend des décisions data-driven, peut-être pas data-driven, du coup. Alors, c'est comme toujours, c'est comme tout. La data, c'est merveilleux, mais encore faut-il être capable de l'analyser, de la comprendre et de s'en servir. Mais donc, il y a un enjeu de business qui est le premier enjeu, c'est que la qualité de l'information qui circule
est le premier élément qui permet la mise en place d'une bonne stratégie, d'une bonne Prendre des bonnes communication, décisions. de prendre les bonnes décisions et du coup d'arriver à fonctionner. On l'a vu avec tout un tas de cas récents où des entreprises ont été attaquées sur un certain nombre de sujets avec des mensonges fabriqués, parfois moins fabriqués, mais mal interprétés. Il y a plein de cas, et donc ça, c'est le premier enjeu, et un enjeu de business. Il y a un deuxième enjeu, qui est un enjeu je dirais, de ressources humaines. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle fonctionne bien aussi parce que les salariés fonctionnent bien entre eux. Il y a un vivre ensemble Donc, il y a aussi une en question de vivre entreprise. ensemble qui est hyper importante et qui va faire en sorte que eh bien, vos équipes de travail vont fonctionner correctement parce qu'elles se feront confiance. Comment est-ce qu'on fait confiance si on ne croit pas à l'information? C'est pas possible. Et il y a un troisième enjeu qui est là un peu le nouvel enjeu du 21e siècle pour les entreprises, hein, c'est la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale pour les entreprises, dans lequel eh bien, il faudra bien, dans un monde dans lequel les entreprises prennent de plus en plus d'importance, dans lequel parfois elles remplacent même des services publics ou des choses qui étaient amenées par les services publics, il va falloir que les entreprises assument aussi une part de cette responsabilité. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, les entreprises vont devoir jouer ce rôle. Elles vont devoir jouer le rôle de permettre à leurs salariés d'être des meilleurs salariés, mais pour être de meilleurs salariés, il faudra aussi qu'ils soient de meilleurs citoyens. Et Donc d'être mieux informés. Et donc d'être mieux informés, d'être capables de détecter un certain nombre de choses qui ne seraient pas vraies, d'être capable d'aller vérifier un certain nombre d'éléments, d'être capable de comprendre aussi les logiques de la diffusion de l'information, les nouvelles logiques de la diffusion de l'information, de comprendre cette économie de l'attention que tu mentionnais Donc, auparavant. former en fait les employés à être mieux armés face à cette jungle informationnelle. Pour toi, ça doit être partie finalement de la RSE des entreprises. Ça peut être un morceau. En tout cas, je crois aujourd'hui que les entreprises ont un rôle à jouer dans le développement de la citoyenneté de leurs salariés, de la même manière qu'ils ont un enjeu à jouer sur les questions environnementales. Bien sûr. De prendre conscience de tout cela, d'essayer de changer les politiques en interne, voilà. Mais je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose qui est vrai en amour comme pour les entreprises, c'est que la confiance, ça ne se donne qu'une seule fois. Et qu'une fois que cette confiance est brisée, rompue, atteinte, détériorée, eh bien on prend un énorme risque à ce qu'elle ne puisse pas se reconstituer. Et donc, il y a à la fois un enjeu stratégique et il y a un peu un enjeu sous-jacent. C'est-à-dire que la majorité des entreprises qui aujourd'hui cherchent à agir sur ces sujets ont été victimes de fake news, ont été victimes d'une campagne de désinformation, ont été victimes d'une campagne d'influence. Ils ont réagi, et donc ils ont pas été proactifs. réagi. Mais en essayant de réagir, eh ben, ils ont bien souvent fait des erreurs. Et ils ont fait ces erreurs probablement parce que le niveau de résilience face à ces sujets de leurs salariés n'était pas suffisamment élevé pour leur permettre de prendre des bonnes décisions stratégiques. À un moment, en fait, le vrai problème de ces sujets, c'est que quand la crise est là, il est bien souvent trop tard. Ça se développe sous le manteau, à l'abri des regards, avec des hashtags, dans des groupes Facebook fermés, sur des plateformes comme Telegram, où on ne voit pas trop ce qui se passe, et ça foisonne une dizaine, une centaine, quelques centaines, un petit millier de personnes, de messages. Et la mécanique propre aux réseaux sociaux va faire que cette espèce de microcosme, eh bien, s'il arrive à s'extraire un tout petit peu de cet univers clos, et ben là, il va retourner complètement la pyramide et faire en sorte que ce petit truc qui aurait pu être anodin, et ben va devenir absolument terrible. Là, on a un cas très récent qui est hyper intéressant, qui est arrivé à Cristaline, dans l'île de Mayotte. Moi, j'avais vu ce truc-là passer. Moi, je fais beaucoup de veille, hein, donc je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à voir des choses qui sont pas toujours très vraies. Même parfois qui sont un peu surprenantes. Mais du coup, à un moment, je vois passer un truc qui dit que l'eau de cristalline provoque le choléra. J'ai vu passer ça. Je me dis, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, bien entendu, un peu préparé par la période du Covid, où on nous disait pique-pendre sur tout un tas de trucs.
on regarde un petit peu d'où ça vient. Et effectivement, là, c'est très intéressant parce que Cristalline va subir une attaque informationnelle avec de la fake news, mais ce qui va permettre de construire sa fake news, ce ne sont que des choses vraies. C'est-à-dire qu'il y a un premier appel de produits Cristalline au mois de janvier 2024, parce qu'il y a un problème dans les bouteilles. Ok, bon. Il y a un deuxième rappel de bouteilles Cristalline au mois de mai, et il n'y a pas beaucoup de précision de la part des agences régionales de santé sur la raison pour laquelle on rapatrie les Pas de bouteilles. communication, on Bah, rapatrie. on rapatrie, voilà. Bon, après, c'est souvent des communications un Oui. peu lapidaires, voilà. Et quelques jours après cette deuxième communication du mois de mai, l'Agence régionale de santé annonce une épidémie de choléra sur l'île. Et donc, le lien est fait. Ah bah là, le lien est fait, Cristalline provoque le choléra, quelques influenceurs locaux s'emparent du truc, font quelques vidéos sur TikTok, du coup ça déborde sur Twitter, de Twitter ça repasse sur Instagram, ça termine dans des vidéos YouTube, et là, Et là, là c'est pire que Franck et la Ribéry vraie avec la enjeu. roue tourne qui va tourner là, mais là mais Donc, vrai enjeu de réputation pour les marques. Ça, alors, en fait, ça devient un énorme enjeu de réputation pour les marques, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est possible de parler des marques d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, ces réseaux permettent aussi à des consommateurs Bien sûr. qui, peut-être il y a 20 ans, auraient écrit un courrier à l'UFC Que Choisir, hein, Oui. mais qui aujourd'hui vont faire un tweet, qui aujourd'hui vont faire une vidéo sur YouTube, et qui du coup bah, vont trouver derrière eux tous ceux qui pensent que les marques, les entreprises, le business, c'est tous des salopards, et qui vont là Une du espèce coup... de convergence Ben oui, des colères sur une marque. mais oui, mais moi je le crois déjà un peu, hein, je veux dire, Oui. hein, que les Il marques, m'avait fait ça il y a 20 ans. voilà, c'est pas bien, que les entreprises nous mentent, que les politiques sont complices et tout ça. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que chaque petit élément qui va venir nourrir le mensonge aura beaucoup plus d'impact que un très très gros élément vrai qui viendrait le contredire. Ouais. Donc, Et finalement, le pire dans ces histoires-là, c'est que, et notamment dans l'histoire de Cristalline, c'est que la marque ne communique pas au début, et donc va essayer de rattraper le coup une fois que sur Internet circule l'idée que les bouteilles de Cristalline donnent le choléra. Et bien là, qu'est-ce que vont dire ceux qui croient que les bouteilles sont dangereuses? Et ben vous voyez, ils mentent. Hein, vous voyez, ils essayent de nous mentir. Donc du coup, la communication de crise va venir renforcer la défiance, et à la fin, alors là, c'est absolument terminé. Donc ça veut dire que, comment dire, faut pas non plus terroriser les communicants, les RP, les marques non, sur le mais fait en qu'il y tout cas, aurait qu'ils rien à s'emparent faire. du sujet. Mais ce qui est sûr, Ça se c'est que réfléchit. si on était mieux armé sur ces sujets, eh ben on ferait des choix plus éclairés. D'accord. Hein. Et à un moment, il va quand même falloir, pour filer la métaphore, qu'on rallume un peu la lumière, parce que ces questions-là, elles deviennent à la fois fondamentales pour les entreprises, fondamentales pour les citoyens, et dans ce truc-là, eh bien, chacun doit faire sa part du travail. Et les communicants ont une vraie part du travail à jouer. Si là, pour finir, cet échange qui pourrait durer 3 jours parce que le sujet est passionnant, justement, c'est quoi leur part du travail aux communicants? Parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer, ils travaillent avec l'information, ils créent de l'information, Oui, ils ont du budget qu'ils investissent dans certains médias ou dans d'autres. C'est quoi leur rôle? ben, je crois qu'il y a un rôle de mise à niveau, déjà d'une part, et il y a un rôle de compréhension de l'univers dans lequel ils se trouvent. Je crois que les communicants, aujourd'hui, ont un enjeu de fiabilité de ce qu'ils diffusent. Et comme a grandi à l'ombre des algorithmes l'idée que la communication serait une manipulation, que les marques cherchent à nous mentir, les entreprises aussi, eh bien, il y a un enjeu d'autant plus fort d'être capable de faire de la transparence un petit peu De montrer plus, des faits, des preuves. d'essayer de revenir sur les faits,
C'est pas toujours simple. Et puis souvent c'est des enjeux qui sont compliqués parce que quand on a une marque et qu'on veut présenter un produit, on va plutôt présenter les choses qui marchent dans ce produit que celles qui ne marchent pas. C'est logique. Et donc, il y a un double enjeu d'être capable de fabriquer le meilleur produit et de le vendre dans un deuxième temps. Mais ça, c'est dans un monde idéal où les entreprises fabriquent des produits vertueux et les communicants savent les diffuser. Et finalement, tout ça se passe assez bien parce que comme le produit est bon et que les communicants sont sincères, à la fin, c'est génial. Et puis à côté, vous avez des marques qui sont un petit peu moins sur ces sujets-là, qui ont moins de scrupules, effectivement. Et puis, va se jouer aussi un autre jeu. C'est-à-dire que dans cet espace informationnel, qui est virtuel, mais qui a des conséquences dans la vraie vie, et ben, il y a un autre élément, ce sont les influences étrangères. Et dans ce truc des influences étrangères, on va aussi retrouver des enjeux de concurrence entre les entreprises. Et je crois que là où les communicants ont un vrai rôle à jouer dans les semaines, les mois et les années qui viennent, ça va être d'être capable de mieux observer l'univers pour mieux le comprendre et du coup être capable de mieux l'anticiper. Internet, c'est à la fois un univers de signaux forts et un univers de signaux faibles. Et quand on n'arrive pas à détecter les signaux faibles, on se prend en pleine face le signal fort. Et souvent, ce signal fort, c'est un énorme mur dans lequel on avance en accélérant et où le crash est très violent. Et je crois que là, moi, j'ai en souvenir une histoire qui, là, pour le coup, repose sur une vraie information, mais qui est sortie de son contexte et qui va être très préjudiciable. C'est une marque qui s'appelle le Slip Français. Le Slip Français, qui est une marque qui a une très très belle image, en plus qui a une image vertueuse, qui met locale, bien sûr. Locale, qualité du produit, mais aussi dans sa communication. Des mannequins de toutes les formes, de toutes les couleurs, la diversité de la population dans sa totalité. Et il va leur arriver un truc terrible, c'est que une de leurs communicantes se filme sur Instagram pour faire un nouvel an déguisé, déguisé en faisant le blackface, donc le fait de se peindre le visage en noir pour une personne blanche. Et le truc va être récupéré par des associations. Mais là, on est face à quelqu'un qui travaille dans la communication, qui va être licencié, et qui aura causé un énorme tort à son entreprise parce qu'elle ne maîtrise pas l'univers. Elle ne comprend pas que sur son truc Instagram, qui est pourtant un Instagram personnel, elle représente malgré tout sa marque. Et donc ça aussi, ça va être un enjeu de bien comprendre l'univers pour soi, de bien comprendre l'univers pour l'entreprise, et entre les deux, de ne pas donner le bâton pour se faire battre. Mais ça va être aussi un enjeu de, on appelle ça la e-réputation, donc la réputation virtuelle. Bien sûr. Notre audience connaît ça par cœur. Et donc ça, c'est un élément. Et on peut aussi penser là à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'acte de malveillance, qu'est-ce qui est arrivé au groupe Vinci. Le groupe Vinci est victime d'une communication, d'un faux communiqué de presse qui est envoyé à toutes les rédactions et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un communiqué de Vinci. Le mec des Échos, le mec de la Tribune, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le communiqué Vinci, le DAF a piqué dans la caisse, ok, paf, ça sort. Ah bah oui, mais c'est 7 milliards de capitalisation boursière qui s'évapore en 2 heures. Suspension. Sur un truc complètement faux qui a attaqué quelqu'un personnellement. Voilà. Et là, suspension du cours au CAC 40, énorme problème pour l'entreprise. Et là, pour le coup, c'est un acte de malveillance. Et je crois qu'effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait terminer sur c'est que il y a de la fausse information et il y a de la fake news. La fausse information, ça peut être une erreur. Et ça peut exister dans les grands médias professionnels. Donc, une info fausse qui va circuler. Et nous, communicants, on peut en produire aussi. Et ça peut être, mais c'est une erreur. Et la fausse information, elle a des conséquences. C'est-à-dire que celui qui diffuse une fausse info, il doit expliquer pourquoi, il s'est trompé, il y a peut-être une sanction, il y a peut-être un procès en diffamation, une sanction interne. Voilà, c'est l'histoire de la fausse mort de Martin Bouygues. Le mec de l'AFP qui a appuyé sur le bouton pour envoyer la dépêche, il n'a pas retrouvé du boulot tout de suite. Donc, fausse info. La fake news, c'est pas une erreur.
c'est volontaire, c'est fabriqué pour manipuler, c'est une attaque, hein, d'une certaine Ouais, manière. c'est Euh, intentionnel. et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas de conséquences pour celui qui la diffuse. Parce que c'est complètement... Enfin, Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus? Personne bah s'est alors, déjà fait... pour l'instant, on n'en a pas. Mais je vais prendre un exemple. Monsieur Trump. Monsieur Trump qui a prononcé 96% de propos faux durant la campagne de 2016. Est-ce qu'on a fait le reproche? Est-ce qu'on lui a dit, Monsieur Non. Trump, non, les Mexicains ne sont pas tous des violeurs. Est-ce que lui est venu devant un pupitre s'excuser, dire en fait j'ai dit une bêtise, hein? Non. Ceux qui disent des fake news ne s'excusent jamais et n'ont pas de conséquences pour eux. Ceux qui font de la fausse information parce qu'ils se trompent en ont. Et donc je crois que c'est important aussi de comprendre ces deux leviers auxquels nous sommes confrontés, qui est d'un côté une question de communication qui passe mal, qui est mal utilisée, mal interprétée, et sur lequel on peut agir. Et puis la fake news, là, c'est plus du tout la même histoire. C'est volontairement manipulatoire, c'est fabriqué comme tel, et là, il faut trouver d'autres moyens de réagir. Il faut déconstruire, il faut vérifier, il faut contredire. Donc Et un là, ça vrai devient très enjeu pour les difficile. communicants de développer leur veille, Ouais. que ce soit sur leur marque, sur leur industrie, sur les personnes qui travaillent chez elles, de vraiment comprendre cette information, et donc un vrai enjeu aussi de formation. Je crois que voilà, tu développes de plus en plus ces formations En en entreprise, ouais. entreprise. Oui, on Et essaye de donner des, on va dire un truc un petit peu comme ce qu'on dit dans les écoles, mais je crois qu'il faut pas donner du poisson, il faut apprendre à pêcher, oui, hein. Et donc, je je comprends. crois qu'il est temps aussi, Mm. effectivement. En fait, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde. Dans un monde dans lequel l'information prend énormément de place et où nous sommes tous devenus un petit peu des mini-journalistes de nos propres actualités Absolument. qui publions sur des réseaux sociaux et tout, je crois que c'est plus possible de s'exonérer totalement de un tout petit peu de déontologie, de méthode journalistique et de travail journalistique. Je crois que malheureusement, on ne peut plus faire l'économie à minima de cet apprentissage-là. Et ensuite, à mon sens, il faudrait aller beaucoup plus loin. Pour toi, les communicants, ils en sont où là? Ils sont engagés comment? On en est au tout début, ou Bah, tu sens qu'ils sont sensibilisés, ou bah, vraiment il va falloir y je aller pense là? il y a deux catégories très différentes. Ouais. Il y a ceux qui ont été confrontés, et Et qui du coup donc, ont ouais. compris parce que Mm. ça leur a explosé au visage et donc il a fallu faire quelque chose, hein. Vinci, le slip Mm. français, cristalline, voilà. Je pense que quand on y a Et il y été a les autres confronté, qui se disent, voilà. Mais je pense qu'on ça pourrait le dire m'arrivera pas aussi dessus. de partis politiques, hein. On Ouais, pourrait bien le sûr. dire, par exemple, de l'équipe de campagne du président de la République en 2017, qui se fait à la fois hacker ses mails et diffuser des fake news sur le Macron Leaks et sur tout ça. Donc eux, ils ont certainement un peu mieux compris un certain nombre de sujets là-dessus, parce qu'ils y ont été confrontés. Et puis, il y a ceux qui n'y ont pas été confrontés et qui vont considérer, eh ben, soit que ça n'arrive qu'aux autres, attention, soit que tout cela n'a pas l'importance qu'on imagine. Eh bien, pour eux, nous les renverrons au rapport de l'OCDE. Nous les renverrons à un certain nombre de communications. Il faut bien comprendre quelque chose. L'Organisation mondiale de la santé a créé un nouveau mot, une nouvelle maladie. Ça s'appelle l'infodémie. L'infodémie, c'est la maladie de la fausse information, hein. Et donc, pour l'OMS, la fausse information, ça a autant d'impact sanitaire, hein, que eh bien, un vrai virus. Donc, les fake news sont un virus. Il va falloir être capable de lutter contre. Mais la seule manière de vraiment lutter contre un virus, bah, c'est de trouver le vaccin. Bah, le vaccin, il est un petit peu dans notre cerveau, il est un petit peu dans des formations, il est un petit peu dans du dialogue aussi, parce que c'est aussi ça qui permettra de lutter. Mais je crois qu'il est effectivement grand temps que la société française comprenne les enjeux fondamentaux auxquels nous sommes confrontés, et que si nous n'y arrivons pas, c'est pas seulement la démocratie qui est en danger, c'est aussi le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement des entreprises. Et tout ça n'est pas qu'une vulgaire question de se remettre sur les bancs de l'école pour apprendre à vérifier une information. Il y a un vrai enjeu à comprendre ce nouvel univers de la diffusion de l'information, à comprendre les intérêts qui peuvent y exister aussi, et à être capable de se protéger
Là, il va quand même falloir rééquiper nos chevaliers hein, qui ont des armures qui rouillent un petit peu. Il va falloir qu'ils se remettent et qu'ils aiguisent l'épée parce qu'il va falloir se remettre au boulot. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Merci à toi. cher chevalier de la Et communication. ouais, Je vous invite chevalier vraiment de à la table réfléchir à ces ronde. questions. Information fiable, climat de confiance, nous on a besoin de ça pour travailler. C'est le contexte dans lequel on peut vraiment faire émerger nos marques. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé Ah de non, ce merci à toi. sujet. Merci à toi. Engagez-vous, luttez contre la désinformation et évidemment, Common Leaders est là pour échanger sur ces sujets, pour vous mettre en contact. N'hésitez pas et à très bientôt Thomas, j'en suis sûre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.